Nous arriverions à un moment, et je sens que c'est maintenant, où nous nous souviendrions littéralement de qui nous sommes vraiment, et nous nous en souviendrions. Notre héritage qui vient de la Terre, de l'intérieur de la Terre et de l'espace au-delà de notre planète. Je suis ravi d'accueillir dans l'émission le docteur Jude Caravan. Comment allez-vous, docteur Jude? Je suis ravie d'être ici, Alex. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est une journée très pluvieuse en Angleterre, donc vous apportez du soleil dans ma journée. Alors, merci beaucoup. Je suis reconnaissant pour cela. J'ai entendu dire que vous aviez eu un été assez chaud récemment. Nous avons effectivement eu chaud, mais nous nous rattrapons maintenant et nous recevons les bienfaits de là. Je veux dire, l'Angleterre est belle, mais elle n'est pas réputée pour ses magnifiques plages au sable blanc immaculé. Eh bien, des plages agréables? Peut-être, mais en ce moment, je ne vous y inviterai pas personnellement, car vous y trouveriez seulement beaucoup de pluie et de grandes vagues. Fantastique. Je l'apprécie. Alors, je vais plonger directement dans le sujet. Comment avez-vous commencé votre parcours dans la spiritualité et la science, ce qui est, j'adore ce pont que vous arrivez à faire entre les deux. C'est tellement loin dans le passé maintenant. J'avais vraiment 4 ans seulement quand j'ai commencé ce voyage. Et c'était plus une danse parce que ce n'était ni la spiritualité pure, ni la science pure. C'était une danse des deux, mêlée, dès le départ, dès le tout début. J'étais très jeune. J'ai grandi dans le nord de l'Angleterre. Mon père était mineur de charbon, tout comme mon grand-père. Alors, nous n'étions pas vraiment une famille d'intellectuels, loin de là. Mais il y avait beaucoup d'amour, et c'était tout aussi bien, parce que je pense que j'étais le coucou dans le nid, vu que j'étais un enfant très étrange. Dans la mesure où j'étais engagée, j'ai été en contact avec des réalités multidimensionnelles, de manière littérale, depuis ma plus tendre enfance, dès l'âge de 4 ans environ. Ainsi, j'ai vécu des expériences télépathiques, j'ai fait des rêves prémonitoires et j'ai eu des expériences de sortie de corps. De plus, je communiquais également avec des entités que de nombreux parents auraient qualifiées d'amis imaginaires. Mais, puisque je n'en parlais à personne, ces communications demeuraient confidentielles. Personne ne disait «Oh, ce sont juste des amis imaginaires». Et cela est devenu un voyage de toute une vie, de marcher littéralement entre les mondes, d'une manière si naturelle que cela fait partie intégrante de ma vie. Ainsi ma spiritualité, si l'on veut l'appeler ainsi, car elle ne m'a jamais semblé séparée du reste de ma vie, et d'une expérience, et d'une existence, mais néanmoins, cette non-physicalisation, je suppose. Ces éléments de mon existence étaient ancrés en moi depuis mes tout premiers souvenirs, mais je me souviens également, à cette période similaire de mon enfance, de moments où je levais les yeux vers le ciel nocturne, captivé par l'éclat des étoiles. D'une manière ou d'une autre, il semblait y avoir en moi, même à cet âge tendre, une capacité innée à discerner les motifs célestes que nous nommons constellations. Par conséquent, dès l'âge de 6, 7 ou 8 ans, si par hasard j'avais été laissé seul dans un lieu inconnu, je suis convaincu que j'aurais pu me repérer et retrouver mon chemin en m'aidant des étoiles. Et donc j'étais fascinée par l'univers, et donc la science. Ma question était, depuis cette période-là, comment faisais-je l'expérience de mes sentiments? Comment ai-je ensuite relié cela aux réalités de notre univers? Car je percevais le monde comme étant bien plus vaste, bien plus étendu. Lieu, donc pour moi. Il n'y a jamais eu de pont à franchir pour moi, car en réalité, il n'y a jamais eu de pont. C'était simplement vivre, observer, explorer le monde de deux manières distinctes, l'une de façon intellectuelle, l'autre de manière émotionnelle et expérientielle. Eh bien, permettez-moi de vous poser une question. Au cours de vos pérégrinations, vous prenez conscience à un certain moment que tout le monde n'a pas ces échanges avec les différents des réalités multiples et possède ce genre de compréhension. Alors, j'imagine qu'à un certain moment de votre parcours, vous vous êtes dit, oh, je suis l'étrange, je suis celui que personne d'autre. Je ferais mieux de garder ça pour moi ou de le révéler. Mais ensuite, vous avez également emprunté la voie académique, ce que je sais ne pas, très ouvert d'esprit, ce genre de discours. Alors, comment avez-vous
gérer ou équilibrer ces deux univers une fois que vous avez pris conscience de cela. Ce n'était pas un scénario normal. Je pense en fait que c'est plus normal que ce que les gens prétendent. Depuis des années, en soirée, les gens me coincent souvent pour confier. Je n'ai jamais partagé ça avec quelqu'un d'autre. Et je ressens ça aussi maintenant, ça m'arrive constamment. Je parie que oui. Et maintenant, c'est vraiment amusant parce que depuis à peu près l'année dernière, il y a eu plusieurs livres publiés sur, tu sais, l'éveil spirituel des scientifiques. Et de plus en plus de scientifiques commencent à partager leurs expériences personnelles et à les rendre naturelles, normales. Et ce sont des personnes courageuses, Alex, parce que j'ai été écartée d'une carrière de scientifique universitaire par l'univers lui-même, qui a veillé à ce que je suive une voie différente. Si j'avais poursuivi dans le milieu académique, je pense que j'aurais rencontré de grandes difficultés. Heureusement pour moi, ce n'est que tardivement que j'ai commencé à comprendre que j'étais l'étranger. Et d'ailleurs, le mot étranger trouve son origine dans l'ancien anglais et signifie littéralement la voie de la sagesse. C'est pourquoi je crois que nous devrions tous être fiers d'être étranges. Je pense qu'il faut être reconnaissant d'être étrange D'un original à un autre, mon cher. d'un original à un autre. C'est la météo. Mais maintenant, de plus en plus de gens reconnaissent cela, et c'est très difficile. Je pense que si vous avez été éduqué, comme nos systèmes éducatifs le sont, avec ce paradigme du matérialisme et de la séparation, et vous avez traversé cela, comme moi. Et ensuite, si vous choisissez peut-être de vous former en tant que médecin, scientifique ou enseignant, à moins que vous n'ayez votre propre éveil intérieur au cours de votre propre voyage. Vous êtes réellement dans cet environnement et sous cette pression de groupe et au sein de ces structures et de ces organisations où cette vision du monde prédomine. Heureusement pour moi. Et j'aimerais entendre votre histoire. Il ne m'était toujours pas venu à l'esprit de partager. Ce n'était pas par peur. Je ne voyais simplement pas la nécessité de partager mes expériences. Puis un jour, alors que j'étais bien avancée dans la trentaine, j'ai soudain ressenti que, d'accord, je pouvais commencer à partager cela. Et ce n'était pas pour imposer ou pour prouver que j'avais raison et que les autres avaient tort. C'était parce que je me retrouvais coincée dans les soirées et j'ai réalisé qu'il y avait des gens qui, vraiment, si j'étais capable de partager, juste de cette manière humaine à humaine, de personne à personne, avec cette volonté d'être ouvert et vulnérable, alors cela peut offrir aux autres une sorte de réconfort, volonté, ouverture, invitation à partager leurs histoires. Car il me semble que plus nous faisons cela, plus nous reconnaîtrons que c'est notre manière d'être naturel. C'est étrange, mais c'est notre nature, qui nous sommes vraiment. Voilà ce qui s'est réellement passé. Et depuis, je suis sur ce chemin. Comme on dit, le premier à franchir le mur est celui qui s'en sort avec des blessures. Quand tu sors du rang, c'est bien toi qui vas prendre les flèches, comme on dit. Mais si tu parviens à survivre à cela, en tant que scientifique audacieux qui ose se distinguer des autres, cela sert véritablement d'exemple pour beaucoup. On se dit que si cette personne a pu le faire, alors peut-être que moi aussi, je pourrais commencer à en parler. Et je crois que le monde est désormais arrivé à un point de conscience accru, où il est beaucoup plus ouvert à ces échanges qu'il ne l'était dans le passé. J'aimerais vraiment connaître votre avis sur ce sujet. L'anomalie représentée par la physique quantique, cela exaspère vraiment les adeptes de Newton. Ça exaspère tellement les matérialistes. Les textes anciens qui ont posé les fondements de la science moderne semblent être rattrapés par celle-ci, qui commence à comprendre les concepts spirituels évoqués depuis des millénaires. Quelle est votre opinion sur cette convergence? Comment cela se manifeste-t-il? Notre conversation est à la croisée de la spiritualité, de la science et de la physique quantique, et cela va continuer. Ces discussions étaient inimaginables il y a 10 ans, 15 ans, elles l'étaient encore. Peut-être que la manière la plus simple de répondre à cela est de revenir à avant. Nous sommes au début du XXe siècle, une période où la vision du monde était encore newtonienne. Mais il est temps de laisser Isaac Newton reposer en paix. Aujourd'hui, il est souvent vu non seulement comme un pionnier de la science, mais aussi comme le dernier des alchimistes,
et non seulement comme le premier des philosophes naturels ou des scientifiques. Et lui, ainsi que d'autres penseurs, je dirais en particulier Francis Bacon, qui reçoit également parfois une très mauvaise presse en tant que père de la méthode scientifique moderne, je pense que pour tous les deux, c'étaient des individus profondément spirituels. Et je crois qu'il cherchait avant tout à transcender les superstitions de leurs temps et l'autorité d'une Église qui faisait d'obstacler à toute investigation rationnelle et approfondie de la nature véritable de la réalité. Et eux, comme Copernic, Galilée et tous ces pionniers de leur époque, étaient d'une incroyable bravoure, car le risque n'était pas seulement de se faire peut-être dénigrer par les pairs, ils encouraient le danger d'être brûlés sur le bûcher pour leurs idées. Cela est vraiment sérieux. L'effet Galilée est en fait un terme utilisé littéralement. Mais le fait est que l'exploration mène à toujours plus de découvertes. De l'univers physique se poursuivait, plus la vision des autorités ecclésiastiques était que, d'accord, vous pouvez étudier cela, mais vous n'allez rien explorer au-delà. Ainsi, un schisme s'est progressivement installé entre la science et la spiritualité. Et cela a continué jusqu'à ce qu'au XIXe siècle, nous ayons une incroyable vision du monde mécaniste, de matérialisme et de séparation. Et cela est devenu, comme nous le savons tous les deux, non seulement une vision du monde scientifique, cela est devenu la perspective sociétale. Avec la révolution industrielle, organisation, entreprise, société, gouvernement, tout, absolument tout ce qui concerne l'éducation, les soins de santé, étaient tous fondés sur cette vision du monde. Et donc, au XXe siècle, lorsque les pionniers de la mécanique quantique et Einstein découvraient des phénomènes incroyablement anormaux par rapport à cette perspective mécaniste, qui nous donnait vraiment des indices sur cette nature plus profonde, la réalité, qui a été mise de côté et négligée. Et même Albert Einstein était inconfortable avec les concepts de la physique quantique, comme vous le savez probablement. Il se référait à cela comme des actions fantômes à distance. Nous pourrons approfondir ce sujet plus tard. Mais la réalité, ce que ces découvertes mettaient au jour, nous fournissait des indices qui ont littéralement persisté et qui sont restés. Philosophiquement, depuis le dernier siècle, mais aujourd'hui, nous découvrons de plus en plus de phénomènes et de perspectives qui sont considérés comme anormaux, que l'ancienne conception du monde, mécaniste, antérieure à la physique quantique et à la relativité, fondée sur la séparation et la matérialité, ne se maintient tout simplement plus, car les preuves accumulées sont désormais trop convaincantes. Ces indices d'il y a 100 ans sont désormais au premier plan, car ce qu'ils révèlent sont, plutôt que de n'être que de simples indices, des preuves que l'esprit et la conscience sont fondamentaux à la réalité. Les preuves que nous observons à toutes les échelles de l'existence et dans de nombreux domaines de recherche. Cela les place au premier plan, de manière incontournable. Perspective, c'est ce que j'aimerais que nous explorions ensemble, car c'est vraiment passionnant. Car nous en obtenons la preuve, n'est-ce pas? Cela équivaut à dire que le concept selon lequel la Terre est le centre de l'univers et que tout gravite autour d'elle jusqu'à ce qu'on se dise il y a maintenant trop de preuves pour affirmer que ce n'est tout simplement pas vrai, les gars. Mais c'est ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? Non, il n'a jamais dit ça. C'est vous qui avez interprété ces paroles ainsi. Je n'ai jamais vu de fait. Il y a un courriel. Absolument. Et vous savez, quand les gens disent que cela pourrait être la seconde révolution copernicienne ou même la deuxième ou troisième révolution quantique et relativiste, je pense que c'est encore plus transformateur et révolutionnaire parce que quand Copernic a commencé à affirmer non, non, les amis, c'est le Soleil qui est au centre, pas la Terre. Et à cette époque, c'était révolutionnaire parce qu'on ignorait l'existence d'immenses, immenses, immenses galaxies au-delà de la nôtre, l'espace et le temps au-delà de notre monde visible. Pour la majorité des gens, ces concepts n'avaient pas grande importance. Ils poursuivaient leur quotidien au moment où la physique quantique et la théorie de la relativité faisaient leur apparition. Toutefois, pour des personnes comme vous et moi, qui sommes, avouons-le, un peu marginaux et passionnés de science, c'était absolument fascinant. Pour la plupart, ces théories concernaient l'infiniment petit ou l'infiniment grand, des échelles éloignées de leur réalité de tous les jours.
Mais je crois que cette perception est en train d'évoluer, car ce que cela démontre, c'est que l'esprit et la conscience ne sont pas quelque chose que nous possédons, mais littéralement ce que nous sommes, ainsi que le monde entier. Et ces preuves que je commence tout juste à partager ne se situent pas uniquement à ces échelles quantiques infimes ou à l'échelle très grande. Les échelles spatiales, galactiques et universelles, elles se manifestent dans notre quotidien. Nous observons ces mêmes schémas récurrents, sous-jacents, les tremblements de terre et les conflits humains sous-jacents. Nous observons que la manière dont les galaxies se développent est la même que celle dont les villes se développent. Nous voyons comment les écosystèmes sont structurés. Il en va de même pour Internet. Nous constatons que les mêmes schémas qui nous affectent tous les jours de notre vie sont les mêmes schémas qui imprègnent tout l'univers. Et ils sont importants parce que c'est ainsi que nous choisissons, c'est ainsi que nous agissons, c'est ainsi que nous interagissons. C'est pourquoi je pense que c'est encore plus substantiel, en quelque sorte. Eh bien, vous utilisez le terme conscience, qui est assez chargé étant donné qu'il existe de nombreuses définitions. Pourriez-vous préciser comment vous définissez la conscience dans le cadre de cette discussion? Je m'efforce de ne pas passer à autre. Prochaine question. Rien à voir ici. Pour moi, je définis la conscience comme étant l'autoconscience, la sentience, l'autoconscience. Et je parle de l'esprit et de la conscience, car la plupart des personnes qui ont étudié et se sont arrêtées la compréhension de la conscience et de l'esprit pendant toute leur vie et de manière très spécialisée, et l'ancienne compréhension parle de l'esprit cosmique comme étant le fondement de tout être, ce que mes expériences corroborent et avec lesquelles elles sont en totale adéquation. Donc, pour moi, nous sommes des co-créateurs microcosmiques dans un univers qui est conscient et vivant, qui existe et se développe comme une entité unifiée et non locale. Cependant, il est fini. Une réflexion finie issue de l'esprit infini et éternel du cosmos, que l'on préfère le nommer Dieu, Allah, le grand esprit, le grand mystère, la fondation ou la source originelle. Source, peu importe ce que cela peut être, c'est infini et éternel. Mais l'esprit plein, plénitude et l'immensité de l'univers qui est vaste, éclat, une grande pensée, un grand souffle, une grande exploration consciente, mais à une échelle finie de ce domaine. Mais il y a aussi tellement de niveaux de conscience, parce qu'il y a notre conscience, la conscience animale, la conscience végétale, la conscience de la planète, de l'univers, la conscience de la galaxie. Je veux dire, juste notre système solaire et son fonctionnement. Il y a une conscience autour de cela, ainsi que l'écosystème de notre propre planète. Nous sommes, à bien des égards, des fourmis sur la taupinière de la Terre. Comme nous sommes les petites créatures qui font toutes sortes de choses, tout comme il y a de petites créatures dans notre jardin qui font des choses, certaines de bonnes choses, d'autres pas de si bonnes choses. Certains se nourrissent, tandis que des mauvaises herbes surgissent ici et là. Mais pensez-vous que c'est juste de dire cela? Oh, tout à fait, c'est exact. Et c'est précisément là que l'épreuve nous dirige. Cela est indéniable. Et, comme vous l'avez mentionné précédemment, l'épreuve pointe vers l'ancienne sagesse. Et pour moi, spécifiquement, elles évoquent la tradition védique de l'Inde antique. Et la tradition védique était telle que plusieurs des physiciens quantiques sont littéralement allés en Inde parce qu'ils se rendaient compte que ce qu'ils observaient, que l'observateur et l'observé ne sont pas séparés, qu'il existe un potentiel infini, qu'une intelligence omniprésente est présente et qu'elle provient de niveaux de causalité plus profonds, non physiques. Ceux d'entre eux qui étaient déjà familiers avec la tradition védique partageaient la parole et sortaient pour dire regardez, c'est ce que nous avons découvert. Et les rishis, ces sages védiques, étaient Disons, oui, nous le savons depuis des millénaires. des années, des millénaires se sont écoulés. Mais quelle merveille que nous ayons maintenant cette convergence. Bien sûr, pour moi, l'ensemble de notre univers existe et se développe tel un être vivant, doté de sensibilité et de conscience, entité non localement unifiée qui, dès son premier instant, il y a de cela 13,8 milliards d'années, n'a pas commencé son existence par un grand boom. Ce n'était pas grand, nous le savons bien, et ce n'était certainement pas un boom. C'était incroyablement précis et ordonné, mais ce n'était pas seulement ordonné et précis à ce moment-là. Depuis lors, plutôt qu'un grand boom, ce fut une grande respiration
cet incroyable souffle, alors que les espaces s'étendaient et que le temps s'écoulait vers l'avant, pour pouvoir expérimenter toujours plus de complexité et de conscience de soi, et de conscience de soi individualisée. C'est donc un voyage de l'esprit et de la conscience. Et pour moi, effectivement, nous sommes semblables à des fourmis. Mes amis aborigènes me surnomment Mingu. Mingu. Et surtout quand les gens escaladaient, cela signifiait fourmi. Les autochtones appelaient les touristes qui grimpaient sur ce que nous connaissons sous le nom de rocher Ayers, l'ancien Uluru, Mingu. Et maintenant, l'escalade n'est plus autorisée, mais c'est ainsi qu'ils les désignaient autrefois. Mais nous sommes des microcosmiques co-créateurs, car tout dans notre univers, tout ce qui nous a été montré et ce que nous avons vu, nous enseigne que tout ce qui existe a un sens profond. Même les mauvaises herbes dans votre jardin et les fourmis qui vous piquent, tout ce qui existe dans l'univers possède un sens intrinsèque et poursuit un but évolutif. Et c'est cette incroyable et nouvelle compréhension, cette histoire que les preuves actuelles tendent à démontrer, mais que les traditions anciennes avaient déjà révélée. Ce sont les gardiens de la sagesse autochtones qui nous ont transmis ces connaissances précieuses. Oui, et tu mentionnais que, avant que les scientifiques ne se rendent en Inde pour étudier les textes védiques et ainsi débuter la formation de physiciens, c'était leur pratique, au début du 19e siècle, ou plutôt du 18e siècle. Pardon, je voulais dire du 20e siècle, et Oppenheimer lui-même. Oppenheimer a, je crois, littéralement cité Shiva, je pense. Le destructeur des mondes. Ouais, parce que il percevait même les liens existants entre cette période-là, mais il n'était pas diffusé largement. Il n'était pas présenté genre, oh, eh bien, salut tout le monde, on a résolu ça. C'était un tout petit groupe sectaire de scientifiques. Et maintenant, ça devient de plus en plus, en plus grandissant et davantage de scientifiques avec qui je parle dans l'émission. Plus de physiciens quantiques avec qui j'engage des discussions dans l'émission. Et chacun d'entre eux dit, regardez, il existe le visage public d'un physicien quantique. Et puis, il y a le visage privé, celui qu'on montre dans les soirées, dans les recoins des soirées. Ils ne peuvent pas exprimer publiquement certaines croyances parce que cela représenterait un suicide professionnel ou académique là où ils exercent. Et puis, il y a ces âmes courageuses qui décident de se dévoiler et de dire, vous savez quoi? Je ne suis pas d'accord. C'est ce que les preuves indiquent. Je veux dire, rien que le concept d'intrication quantique, c'est agaçant pour un matérialiste. La réalité, c'est que vous en êtes peut-être déjà conscient. Le prestigieux prix Nobel de physique de l'année 2022 a été décerné à trois éminents chercheurs spécialisés en physique quantique, John Clausa, Alain Aspect et Anton Zeilinger. Ces scientifiques ont consacré des décennies à l'étude expérimentale de la non-localité quantique universelle. Il est important de noter que le prix Nobel de physique est attribué uniquement à des découvertes solidement établies et non à des sujets qui font l'objet de controverses. Le prix n'a pas été attribué. Par exemple, prenons le cas d'Einstein, a reçu son prix Nobel non pas pour la théorie de la relativité, car elle était encore considérée comme controversée, mais pour l'effet photoélectrique, où des photons lumineux éjectent des quantas d'énergie faits de métal. Et cela a démontré en effet la nature quantifiée de la matière énergétique aux côtés de personnes telles que Max Planck et d'autres. Donc le fait que le prix Nobel de physique de l'année dernière ait été attribué à les chercheurs qui se penchent sur la non-localité universelle, je pense, représente un moment pivote pour la science. De plus, en 2018, un groupe de scientifiques du MIT et d'autres institutions, parmi lesquelles Anton Zeilinger, a réussi expérimentalement à réaliser ce que l'on nomme l'entrelacement quantique, c'est-à-dire à connecter littéralement des particules séparées par une certaine distance, créer d'une manière une entité tout à fait unique. Des photons ont été expérimentés dans un laboratoire en utilisant de la lumière provenant d'étoiles distantes de 600 années-lumière. Ces photons émanent d'un objet céleste connu sous le nom de quasar, qui est un centre galactique extrêmement actif et ancien, situé à environ 12,2 milliards d'années-lumière. Cette expérience démontre l'échelle cosmique de la non-localité quantique. En effet, cela nous ramène au premier balbutiement de la physique quantique, car il a été réalisé que pour que la mécanique quantique fonctionne du tout, l'univers entier devait être intriqué de manière non locale. C'est ce que l'on désigne sous le terme d'inégalité de Bell, le fameux théorème de Bell, aussi connu comme l'inégalité de Bell. Donc, ce que l'expérience réalisée en 2018 a pu démontrer, c'est que les degrés d'intrication
surpassait l'inégalité de Bell a ainsi été démontrée, que la non-localité quantique existait à des échelles cosmologiques. Et bien que les gens n'en parlent pas tant que ça, il est suggéré que l'apparition de notre univers, avec son énergie quantifiée, sa matière et son espace-temps non quantifié, pourrait émerger de domaines plus profonds et non physiques, une notion que la physique quantique semble soutenir. Cependant, malgré ces affirmations, il semble que tout le monde ait fait la sourde oreille à ces idées. Regardez cela. Intéressons-nous plutôt à la technologie. Regardez mon nouvel iPhone, n'est-ce pas joli? Eh bien, permettez-moi de vous poser la question à 10 000 $. Qu'est-ce que le hologramme cosmique? Vivons-nous dans une réalité simulée? Et existe-t-il des preuves de cela? D'après ce que je sais, il y en a, mais j'aimerais entendre votre point de vue. Eh bien, pour commencer, je ne décrirai pas notre réalité comme étant simulée, parce que selon moi, l'une des conjectures évoquées, bien qu'elle ne soit qu'une hypothèse parmi d'autres, suggère que notre univers est peut-être une simulation d'une culture avancée ou substance provenant d'une civilisation extraterrestre. Il y a aussi la théorie de la simulation selon laquelle Dieu, l'univers ou quelque chose d'autre en est le créateur. Oui, exactement. Mais je pense que le danger de la simulation, c'est de nous décrire comme une sorte de jeu vidéo. Et je pense que le danger, pour être tout à fait honnête, c'est que cela enlève ce que nous découvrons comme étant un univers de sens et de but, parce que nous avions l'ancienne vision du monde matérialiste, scientifique, pardon, matérialiste séparatiste, qui conçoit l'univers comme essentiellement mort, dépourvu de signification ou de but inhérent, où l'évolution est en quelque sorte mue par des événements aléatoires et un univers essentiellement accidentel. D'accord. Nous détenons à présent des preuves qui bouleversent totalement cette perspective. Or, la simulation indique un phénomène analogue. Cela nous ôte d'une certaine manière notre capacité d'agir. Cela entame en quelque sorte notre autonomie, pourrait être vu comme une perte de notre pouvoir, raison pour laquelle je rejette ce terme. Mais ce que je dirais, c'est que oui, les preuves montrent que, fondamentalement, la réalité de notre univers est manifestée de manière holographique. Et les preuves de cela et les bases de cela remontent à un certain temps déjà. Je veux dire, de nombreuses décennies, plusieurs décennies, jusqu'à toutes les premières études sur les trous noirs, et ce que l'on désigne sous le terme de thermodynamique des trous noirs. La problématique centrale était de comprendre ce qui se produit lorsqu'une étoile de grande masse, arrivant au terme de son existence, consomme l'intégralité de son combustible nucléaire et subit un effondrement gravitationnel. En raison de sa masse colossale, cet effondrement ne connaît aucune halte. L'étoile, initialement sphérique, se contracte de façon symétrique et traverse un seuil critique connu sous le nom d'horizon des événements, où la force de gravité devient si puissante que pas même la lumière ne peut s'en échapper, ce qui justifie l'appellation de trou noir. La question qui se posait alors était de savoir quel était le destin de toute l'information contenue dans l'étoile. De cette étoile, pour résumer, on en est arrivé à la conclusion que, plutôt que de perdre l'information, celle-ci est en fait préservée à l'horizon des événements. Mais en réalité, plutôt que d'être proportionnelle au volume tridimensionnel de l'étoile ou à celui de l'horizon des événements du trou noir, c'est-à-dire au volume de cette sphère en 3 dimensions, l'entropie est en fait proportionnelle à l'aire en 2 dimensions de l'horizon des événements. À des esprits brillants tels que Leonard Susskind, Jacob Bekenstein et également Léonard et Tahoef et d'autres personnes. Ils ont réalisé que cela ressemblait beaucoup à un hologramme, car dans un hologramme, la lumière est réfléchie par un objet. Eh bien, un faisceau lumineux est en fait divisé. Une partie du faisceau lumineux se reflète sur un objet tridimensionnel, que ce soit une pomme, vous-même ou n'importe quel objet de notre choix. Et la lumière, lorsqu'elle est renvoyée, est réfléchie et emporte avec elle des informations relatives à cet objet. Lorsque cela est combiné avec l'autre composante du faisceau, cela crée un motif bidimensionnel d'information et est généré tout autour de cet objet tridimensionnel. Puis, quand un autre rayon de lumière passe à travers ce dessin, un hologramme est projeté, recréant fidèlement
l'apparence tridimensionnelle de l'objet original. Vous pouvez le contourner et même interagir acoustiquement avec lui, grâce à une multitude de technologies incroyables. Mais quand ces personnes ont élargi l'étendue de leur découverte à propos des informations trous noirs cosmiques et en étendant cette idée à l'échelle de l'univers tout entier, ils ont réalisé que notre univers pourrait en fait être une projection holographique d'informations conçue pour imiter l'apparence. L'apparence tridimensionnelle, ou plus précisément l'apparence quadridimensionnelle de l'espace-temps, intégrant les trois dimensions de l'espace et la dimension unique du temps. Depuis lors, pratiquement chaque cadre théorique, quelle théorie en physique a été mise en avant? La théorie des cordes, lorsqu'on essaie de mesurer la gravité ou simplement d'attribuer un sens aux événements, on aboutit souvent à une conclusion assez semblable, que nous pouvons réellement mieux expliquer l'apparition de notre univers comme une projection holographique et une de l'information significativement informée. Parfois, je plaisante en disant que la physique quantique, c'est tellement 20e siècle, parce que nous prenons conscience maintenant de l'apparence de notre univers. C'est de l'énergie matière quantifiée, et je vais utiliser un terme différent ici. C'est l'espace-temps anthropique. Les deux proviennent de niveaux bien plus profonds. Info, intelligente, significative. Conscience de la causation, comme information, exprimée sous forme d'énergie quantifiée, de matière et d'information, exprimée de manière complémentaire, comme l'espace-temps anthropique. Et lorsque vous les associez, ce que j'ai réalisé dans mes ouvrages les plus récents, vous obtenez alors un cadre de manière très simple. Vous appliquez les trois lois fondamentales de la thermodynamique au domaine des lois de l'information. Et alors, tout à coup, tel un Rubik's Cube qui se résout, tout se met en place et vous parvenez à comprendre comment notre univers existe et se développe de cette façon. Tout d'abord, c'est une hérésie. Vous serez brûlé sur le bûcher tôt ou tard. Mes pieds deviennent très chauds à mesure que nous parlons. Je veux dire, vous êtes en train de jeter tellement. Je veux dire, j'adore cette explication. D'ailleurs, c'est une explication si belle, si élégante. De quoi? Le hologramme cosmique dans lequel nous vivons. S'il vous plaît, corrigez-moi si je me trompe, mais il paraît que les scientifiques ont découvert qu'au centre de chaque galaxie se trouve un trou noir. Ainsi, au cœur de la Voie lactée, il y aurait un trou noir responsable de sa création. Cela reste discutable et théorique selon certaines hypothèses. Ce que vous venez juste de dire, cela pourrait être le reflet du trou noir qui est responsable de la création du reflet de cette galaxie. Est-ce que c'est possible? C'est assurément une perspective fascinante, car nous parlons maintenant d'un univers qui existe et évolue comme une entité vivante, consciente, sensée et non localement unifiée, depuis son tout début, son commencement infiniment petit et minutieusement ajusté, il y a de cela 13,8 milliards d'années. Et nous commençons également à réaliser que ces trous noirs supermassifs, comme vous le mentionnez, situés au centre de notre Voie lactée, semblent être au cœur de toutes, ou du moins de très nombreuses, et peut-être même de toutes les galaxies, au fur et à mesure qu'elles se développent depuis ces époques lointaines et antérieures. Et notre trou noir supermassif n'est pas si énorme, je veux dire, il fait 3 millions, taille de notre âme. Un nouveau vient d'être découvert, absolument colossal. Je pense qu'il renferme 30 milliards d'étoiles, de soleils. Ils sont d'une immensité inouïe. Et nous sommes chanceux, car notre système est relativement paisible en comparaison. Certains sont très actifs, mais le nôtre est plutôt tranquille, mais en substance, aspect de la mémoire, de notre monde, de notre univers en constante évolution. Mais n'oubliez pas, lorsque je parle de l'hologramme cosmique, je fais allusion à l'intégralité de notre univers, à la limite de ce que nous désignons par espace-temps, comme étant une frontière à deux dimensions, une dimension spatiale et une dimension temporelle. La raison pour laquelle l'espace s'étend et le temps s'écoule, c'est que sans cela, il pourrait exister, mais il peut évoluer, car à chaque instant précis, ce que l'on nomme le moment d'échelle de Planck, à chaque échelle de Planck de cette frontière, qui est infime, des informations supplémentaires, et si vous voulez encore plus de données universelles,
peut alors être projeté de manière holographique. Et cela nous permet d'avoir cette conversation 13,8 milliards d'années après ce premier moment. Notre univers était aussi simple qu'il pouvait l'être, sans être plus simple. Comme un jeune univers qui commence ce merveilleux périple évolutif. Cependant, l'expansion de l'espace implique qu'à chaque moment qui passe, cette limite holographique s'élargit davantage. La tradition indienne parle du registre akashique. Ah, oui, bien entendu. Histoire, oui. Alors, permettez-moi de vous poser cette question. Je vais jouer l'avocat du diable ici. Si nous sommes un hologramme et que nous vivons dans un environnement holographique, comment sommes-nous physiques? Car quand je vois un hologramme, on peut le traverser. Ce n'est pas quelque chose de physique. Alors, de quoi est constitué tout cela? Matérialisme dans lequel nous nous trouvons, cet aspect physique. Eh bien, d'abord, en approfondissant, nous savons cela depuis la mécanique quantique. Compréhension, on atteint 90,99%. Non, pas dans ce sens-là. Et ce qui reste, ce sont les relations et les relations informationnelles. D'accord? Quand j'étais à l'école, on m'apprenait que les atomes étaient de petites boules de billard. Ce n'est pas le cas. Ils sont des relations vibrationnelles, informationnelles, mais dans l'autre sens de cela. Notre univers est intrinsèquement relationnel, mais il n'est pas solide. La raison pour laquelle nous ne sommes pas en boucle fermée, la raison pour laquelle nous ne traversons pas le sol, ce sont des aspects de la mécanique quantique, qui est principalement le principe d'exclusion de Pauli, ce qui signifie que pour les types particuliers d'entités qui nous composent, ces ondes que nous appelons quarks et électrons ne peuvent pas occuper le même état quantique en même temps. Ainsi, la composition de nos corps ne peut pas occuper le même état quantique. C'est pourquoi nous ne fusionnons pas simplement les uns avec les autres, tandis que la lumière, qui est un phénomène de type différent, le peut, ce qui explique pourquoi les hologrammes peuvent contenir tant d'informations. Mais l'autre puissance qui joue un rôle dans cette impression de séparation, c'est l'électromagnétisme. Nous avons donc des répulsions électrostatiques, ce qu'on appelle électrostatiques, car les orbites externes des électrons dans les atomes sont chargées négativement et, en quelque sorte, se repoussent. Donc, nous avons le principe d'exclusion de Pauli. Les phénomènes de l'électromagnétisme qui nous confèrent une apparence solide alors que nous ne le sommes pas réellement. D'accord. Et comme je l'ai dit en posant cette question, je le précise davantage pour les auditeurs, mais dès que vous avez dit, enfin, vous savez, je me suis dit, ah oui, j'avais oublié cela. Nous sommes pure énergie et il n'y a pas d'espace si on regarde assez profondément. Donc, en gros, on est juste. On dirait presque que nous sommes du code. Il y a un code de programmation derrière tout cela. Pas littéralement, je veux dire, mais comme une analogie. Il y a le code de nos corps. Et ensuite, l'ADN. Si vous êtes attiré par le métaphysique, on peut aussi parler de karma, y compris le karma familial. Pourquoi un grain de beauté là sur le dos? Pourquoi certaines choses vous sont-elles impossibles? Quelle est la cause? Parfois, il n'y a pas de raison évidente. Tous ces types de codage représentent en effet des informations. Il semblerait que ce soit une forme d'information constante qui est en circulation continue. C'est effectivement le cas. On m'a reproché mon obsession pour les traits d'union, car j'écris en formation avec des traits d'union afin de bien différencier certains éléments qui sont mineurs, charabia, et les informations pertinentes qui constituent l'essence même de notre univers, de l'ensemble du monde. Et, comme tu l'as mentionné, Alex, cette théorie de l'hologramme cosmique, et que je continue également à écrire dans l'histoire de Gaïa, qui est le récit évolutif de ce que cela signifie, est un récit significativement informé, univers qui est également multidimensionnel. Il possède donc des niveaux d'intelligence, une intelligence archétypale, dans des formes incarnées et désincarnées. Cela est donc véritablement plus grandiose, merveilleux et extrêmement passionnant. Une histoire et un récit nouveau et fédérateur où tout ce qui existe a un sens et un but évolutif, ce qui signifie que nous en avons un également. Oui, absolument. J'apprécie vraiment ce que vous exprimez au sujet multidimensionnel, car ceci représente une dimension. Ensuite, j'ai parlé à des gens ayant vécu des expériences de mort imminente et ils ont visité une sorte
d'autres dimensions, des expériences hors du corps, des canaux d'autres personnes qui parlent. Et si on se penche sur les textes védiques, on découvre qu'ils mentionnent, je crois, 49 niveaux distincts de conscience dans lesquels on peut évoluer. Les maîtres ascensionnés ont la capacité d'accéder à ces états. Et vous évoluez constamment. Il y a tant de choses à prendre en compte. Mais maintenant que des scientifiques comme vous commencent à le quantifier pour nous d'une manière différente, cela ne relève plus du domaine de l'irrationnel. Nous nous éloignons de plus en plus du jargon incompréhensible et nous nous rapprochons de plus en plus du sens clair. Nous nous rapprochons toujours plus de la réalité, des preuves et des faits concrets, mais je dois vous interroger car vous avez évoqué à maintes reprises le temps dans notre échange. Maintenant, ma perspective sur le temps est qu'il s'agit d'une construction humaine et notre temps est basé sur les rotations autour de notre Soleil. Si vous quittez notre système solaire, le temps n'existe pas de la même manière. Il ne sera pas midi quelque part. Il ne sera pas une heure quelque part. Quelle est votre définition du temps dans le cadre du temps universel par rapport à notre petite routine du 12 Outgo 0 à laquelle nous sommes habitués ici? Eh bien, avant de faire cela, avant que j'oublie, j'adore dire qu'on passe du wou au oui, parce que c'est le cas. Oh, super, c'est vraiment merveilleux. J'adore que ce soit notre vraie nature. Oui, je pense que c'est un malentendu vraiment courant. S'il vous plaît, pour honorer cette perspective, car lorsque Einstein a réalisé que l'espace était relatif à la position d'un observateur et que le temps était relatif à la position d'un observateur, je pense que ce n'était pas là son plus grand génie. Il a continué à suivre les preuves et ce qu'il en a déduit, c'est que oui, l'espace est relatif. Oui, le temps est relatif en soi. Mais nous devons les réunir en tant qu'espace-temps invariant, ce qu'on appelle l'espace-temps invariant. Alors, ce qu'il a compris, c'est que décrire un événement ne se résume pas seulement aux trois dimensions d'espace. Oui, nous devons discuter des trois dimensions spatiales et d'une dimension temporelle, lorsque nous prenons en compte cette quadridimensionnalité dans nos mesures. Peu importe que nous fassions cette mesure ici sur Terre, dans une galaxie lointaine, très lointaine, il y a très, très longtemps ou ailleurs. Et cette invariance de l'espace-temps signifie que nous pouvons, en tant que cosmologistes, parler d'un univers qui a commencé il y a 13,8 milliards d'années, comme ce tout premier instant infime, infime d'un souffle continu, un grand souffle continu, comme je le décris. Et la manière dont cela fonctionne, c'est qu'à mesure que l'espace se dilate, dans une zone à l'échelle de Planck, qui est extrêmement petite, cela porte le nom de Max Planck, l'un des grands pionniers de la physique. Mais à chaque échelle de Planck, le temps, qui est également extrêmement bref, contient de plus en plus et encore plus d'informations, peut se manifester holographiquement dans l'espace-temps. Ainsi, il est clair que nous disposons d'un temps universel. Autrement, nous sommes conscients que les lois de la physique s'effondreraient et que rien ne pourrait subsister. Mais nous avons aussi ceci, un point de vue personnel de Einstein a un jour déclaré, et lui seul pouvait dire cela et s'en sortir, probablement, que si vous êtes assis sur une cuisinière brûlante, une minute peut sembler durer une heure. Mais si vous êtes assis à côté d'une belle jeune fille, une heure peut sembler durer une minute. Cela illustre bien la relativité de la perception personnelle du temps. Mais je parle ici des deux situations et notre perception du temps. Tant de notre biologie repose sur notre position, sur notre planète qui tourne autour de notre Soleil. Mais je vais bien au-delà et je dis que c'est à la fois l'un et l'autre, que, en tant que cosmologistes, en tant qu'humains, nous pouvons également comprendre que notre univers entier entreprend un voyage dans l'espace-temps où il existe un temps universel et son écoulement unidirectionnel qui va du passé vers le présent. Et à chaque instant, nous sommes à la proue de cette vague ici et maintenant, avec l'avenir qui reste à se dérouler. C'est vraiment intéressant. Si vous prenez le temps de regarder ce film Interstellar de Christopher Nolan, ne me lancez pas sur ce sujet. Est-ce un bon ou un mauvais film, Tommy? J'aime beaucoup le film. Je critique la science car cela est justifié, pour ainsi dire. Très bien, en dépit de cela. Cependant, le concept de ce qu'ils ont déclaré concernant quand ils étaient dans le vaisseau spatial, ils sont dans une période de, disons, 24 heures. Mais si vous descendez sur la planète, chaque minute qui passe équivaut à un an, ou toutes les 5 minutes, c'est un an. Et puis quand ils sont revenus 15 minutes plus tard, le gars avait vieilli de 75 ans.
Vieux ou quelque chose comme ça. Je suis désormais totalement fasciné par ce que vous appelez le temps cosmique, ce temps universel, car je suis entièrement d'accord avec vous. Il doit y en avoir. Nous sommes dans une. Si je quitte cette planète et voyage loin à 1 million d'années-lumière d'ici, mon corps se décomposera toujours. Selon l'unité de temps à laquelle je suis habitué, cela pourrait être 5 secondes. Regardez la perception du temps chez les chiens et les chats. Les années chiens, les années chiens par rapport à l'art. C'est une perspective différente, une autre perspective. La conscience de notre position actuelle, ainsi, une année pour moi équivaut à 7 années pour mon chat, ou plutôt disons pour mon chien, parce qu'on parle souvent d'années chiens. Les animaux perçoivent, donc ils vivent le temps complètement différemment de nous, tout comme une fourmi ou un moucheron qui ne vit que 24 heures environ. Une perspective totalement différente de la nôtre. Ainsi, il existe une forme de temps dans laquelle nous nous laissons emporter, celle qui tourne autour du Soleil avec des heures précises telles que midi, 1 heure, 2 heures, qui est la mesure maîtresse du temps pour nous. Mais il existe aussi une sorte d'horloge universelle différente, ce qui explique comment on peut dire, par exemple, il y a 4 milliards d'années. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Et donc, comme vous dites, l'expérience de votre chien, sa vie, telle qu'il ou elle la ressent, et le rythme de cette vie, comme ce pourrait être celui d'un éphémère, tout comme le nôtre, vous et moi, et l'univers entier en est affecté. De nos jours, le temps universel est mesuré en ce que l'on nomme des secondes de Planck. Toutefois, l'essence même de l'échelle de Planck prévaut. Il nous révèle cette compréhension plus profonde de la réalité de notre univers, car il existe 4 constantes dans l'univers, que nous pourrions mesurer avec n'importe quelle unité de notre choix. Mais ce sont la vitesse de la lumière, la constante gravitationnelle, la constante de Planck, et ce qu'on appelle la constante de Boltzmann, qui concerne la thermodynamique. Lorsqu'on les combine, elles se traduisent en 5 mesures d'énergie, de matière, d'espace, de temps et de température. Ces mesures, ces mesures peuvent en effet accomplir ce que les scientifiques désignent par le terme de normalisation. En d'autres termes, une distance de Planck peut être définie comme la distance franchie par la lumière, cette constante universelle, en un intervalle de temps de Planck. De cette manière, elles peuvent être ramenées à l'unité. Cela implique que ce soit vous et moi qui les mesurions avec nos propres unités, ou bien une entité extraterrestre, située loin dans le futur ou dans le passé, elle dévoilerait, tout comme elle nous dévoile, une compréhension essentielle de la nature de la réalité, de notre cosmos. C'est la raison pour laquelle nous pouvons évoquer un espace-temps universel et une énergie-matière universelle de la façon dont nous le faisons. Et tout cela se maintient cohérent, formant une entité unifiée et non locale. Là où le temps peut être mesuré à partir de ce point, il y a 13,8 milliards d'années. Et à chaque échelle de Planck, le temps. À mesure que l'espace s'étend, le temps s'écoule, entrelaçant l'histoire de notre univers. Nous pouvons les saisir, distinctes mais intrinsèquement liées. L'expérience vécue du passage du temps dans notre propre conscience consciente. Nous avons tous fait cela. Nous sommes absorbés par un livre, un film ou en pleine conversation. Une situation sportive où vous êtes complètement dans la zone, comme on dit, où le temps semble s'arrêter. Tout ceci, absolument tout ceci, Et également lorsque nous dépassons ce point, cet hologramme cosmique dans ses dimensions spécifiques de l'espace-temps. Et ainsi, notre univers se connaît lui-même dans son intégralité en raison de son universalité non locale. Et au sein de l'espace-temps, la vitesse de la lumière est le gendarme cosmique qui permet à cette causalité universelle, de se dérouler sur ces 13,8 milliards d'années et plus encore. Donc, encore une fois, c'est à la fois l'un et l'autre. Mais lorsque nous passons à des niveaux d'existence et de conscience désincarnés, multidimensionnels, je suis sûre que vous avez eu tant de conversations et j'ai eu de nombreuses expériences, que la notion de temps est très différente. oh, absolument, le temps a filé alors que vous et moi avons été... Quand vous êtes absorbé par quelque chose, votre conscience, votre attention est portée sur quelque chose, si intensément que le temps s'arrête ou file à toute vitesse en quelque sorte, tout comme Einstein l'a dit, quand vous êtes avec votre bien-aimé, savoir qu'une heure peut sembler une minute
Mais si vous êtes assis à la DMV, lorsque vous tentez de renouveler votre permis, 1 minute semble durer 1 heure. Il n'y a aucun doute là-dessus. Non. C'est fascinant et j'ai entendu dire, maintenant corrigez-moi si je me trompe, que puisque vous parlez de la vitesse de la lumière, l'expansion de l'univers s'accélère. Est-ce vrai ou non? Vous avez entendu ça quelque part? Non, ce n'est pas exact, mais vous avez dû entendre parler d'une période très ancienne de l'univers. C'est une hypothèse qui n'est pas encore confirmée par des preuves, nommée la période d'inflation cosmique. Maintenant, la période d'inflation était véritablement une hypothèse proposée pour surmonter les défis. L'homogénéité de l'univers dans lequel nous vivons et le problème de l'horizon de notre univers. Cependant, lorsque nous adoptons la perspective d'un hologramme cosmique, nous comprenons que tout l'univers est unifié de façon non locale. Cette vision et ce cadre théorique ne nécessitent pas une période inflationniste, et l'époque inflationniste était perçue comme le moment où l'espace tout entier se dilatait à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Alors, je suis prêt à suivre où que les preuves mènent, mais les preuves ne confirment pas encore qu'il y ait effectivement eu une époque inflationniste, même si cela, souvent vu comme un fait, ce n'en est réellement pas un. Nous n'avons pas encore la preuve de cela, et cela apporte ses propres problèmes, parce que personne ne sait comment cela commencerait si cela commençait, et personne ne sait comment cela s'arrêterait si c'est le cas. Jamais près de s'arrêter. Eh bien, l'idée, c'est qu'il y a une multitude d'univers qui bourgeonnent, et il y a une merveilleuse règle empirique en science appelée le rasoir d'Occam, qui est en gros opter pour la solution la plus simple possible, mais pas plus simple, ce qui est aussi une citation d'Einstein. Et cela viole vraiment cette règle. Dans ce sens, le rasoir d'Occam. Et je ne pense pas que ce soit nécessaire. Alors, on verra. Eh bien, permettez-moi de vous poser à nouveau cette question, car j'ai entendu dire une fois de plus que l'univers est infini. Et s'il n'est pas infini, qu'est-ce qu'il y a au bout, bon sang? Procédons ainsi. Il n'y a rien dans l'espace-temps, rien qui soit infini. Toute mesure au sein de l'espace-temps de notre univers est finie. Notre univers a débuté il y a un temps fini, pas depuis l'infini. Il est apparu il y a un temps déterminé. Nous savons aussi, en étudiant l'hydrogène, qu'il y a à peu près 9 milliards d'années, notre univers a vécu une période intense de formation stellaire, un processus qui consomme de l'hydrogène. Et cette activité a progressivement diminué au fil du temps. Par conséquent, il reste extrêmement peu d'hydrogène disponible dans notre univers pour la création de nouvelles étoiles. Un autre aspect est que, dès les premiers âges de notre univers, lorsqu'il est devenu transparent à la lumière, et les atomes ont pu se former, en gros, il y avait une radiance dans tout l'univers. Depuis que cette radiance originelle a dérivé vers le spectre des micro-ondes, l'espace s'est considérablement étendu, étirant ces ondes en longueur d'onde micro-ondes, ce que l'on appelle aujourd'hui le fond diffus cosmologique. Lorsque cela a été analysé, de minuscules différences de température ont été détectées il y a seulement quelques années. Et tout d'abord, ils se sont avérés incorporer les motifs auxquels je faisais référence plus tôt. Ces motifs qui sont à toutes les échelles de l'existence. Et dans de nombreux domaines de recherche, nous les appelons fractales. Mais ces différences de température se sont révélées être des fractales, mais aussi elles n'étaient que des longueurs d'onde finies. Elles remplissent tout l'espace. Donc dans l'espace et au sein du fond diffus cosmologique, il n'y a absolument rien qui soit infini. Cela vous convient-il? Nous savons aussi maintenant, grâce à cette conception d'un hologramme cosmique, qu'il est lui-même fini. C'est une frontière holographique, c'est-à-dire une limite d'un univers conscient mais fini. Et la dernière pièce du puzzle, en quelque sorte, si vous voulez. Des indices potentiels, c'est que notre univers a commencé à son état le plus chaud, à la température de l'échelle de Planck, et son contenu informationnel le plus bas, ou ce que j'appelle l'entropie. Et depuis, à mesure que l'espace s'est étendu et que le temps a coulé, les températures ont baissé et les entropies ont augmenté. Aujourd'hui, nous sommes à une température de seulement 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu,
alors qu'elle a commencé à une température de 10 puissance 32 degrés Kelvin, des billions et des billions de fois plus chaude que le centre de notre Soleil. Nous sommes donc tout en bas, à la finale. Se développe, pour ainsi dire, dans une région où l'entropie et le contenu informationnel ne cessent de s'accroître, tandis que la température chute sans toutefois pouvoir descendre en dessous du zéro absolu. Cela suggère donc qu'il y a une fin prédéterminée. Alors, qu'est-ce qui existe au-delà? Nous revenons donc à la sagesse védique, n'est-ce pas? Car la science possède ses propres limites, en effet. Jusqu'à ce que vous vous heurtiez à un mur genre d'accord, donc la grande respiration. Compris. Le Big Bang, si vous voulez l'appeler comme ça. D'accord, peu importe. Qu'y avait-il avant? D'où est-ce que ça vient? Et c'est précisément là que il faut d'une certaine manière plonger dans le spirituel, explorer le védique, ces concepts anciens qui dépassent notre compréhension. Nous tentons de déchiffrer des messages transmis depuis des millénaires, tandis que l'archéologie révèle sans cesse de nouvelles trouvailles. Et cela sans même effleurer le sujet des civilisations anciennes, qui pourrait nous emmener dans une autre discussion tout aussi fascinante. Nous pourrions nous lancer dans un sujet complètement différent. C'est la beauté de la chose, notre quête incessante de connaissances. En passant, c'était une explication remarquable. J'ai beaucoup appris d'Ailurs. Quantité immense de sujets dans cette conversation. Mais je souhaiterais vous poser une question, car j'ai fréquemment entendu ce terme. J'aimerais connaître votre point de vue. Qu'est-ce que la géométrie sacrée et en quoi influence-t-elle notre réalité? Quel est le rôle de la structure de l'univers? Il existe un programme d'enseignement appelé le quadrivium, ce qui signifie quadruple. Et cela renvoie à cette ancienne perspective des enseignements de la sagesse universelle selon laquelle tout, dans ce que nous appelons la réalité, est essentiellement nombre. Avec l'hologramme cosmique et la compréhension initiale que nous venons juste d'effleurer aujourd'hui, ces chiffres de base, les 1 et les 0, forment l'information numérisée. Moi, obsédé par le trait d'union, je cherche l'information significative et il constitue la pixelisation de notre réalité universelle à l'échelle de Planck et ils s'accumulent ensuite pour, littéralement, conférer l'apparence d'énergie quantifiée, de matière et d'un espace-temps anthropique. Cependant, cela émane de 0 et 1. Nous exprimons des nombres. Nous sommes capables d'exprimer des nombres. Par exemple, dans une série de Fibonacci telle que 0, 11, 35. Et nous découvrons la série de Fibonacci, ainsi que de nombreuses autres relations numériques. Dessiner les motifs à toutes les échelles de l'existence. Mais le quadrivium, fondé sur cette cosmologie, de nombres vus comme idéalisés. Parlait de la musique comme des nombres se déployant dans le temps et la géométrie comme étant le nombre dans l'espace. Nous parlons donc de géométrie sacrée. C'est simplement une reconnaissance de la sacralité de la création, de cette beauté, fondée spirituellement sur une conscience universelle de tout ce que nous appelons notre réalité. Et les anciens géomètres de la Grèce, qui disposaient seulement d'une sorte d'équerre, ainsi que d'un outil pour tracer et marquer. Réaliser que nous disposions de 5 variétés d'aspects tridimensionnels absolument parfaits, solides de Platon, tels que le tétraèdre, le cube et d'autres encore. En 2 dimensions, un tétraèdre se réduit à un triangle. Ce que nous comprenons à présent, c'est qu'au lieu de formes parfaitement idéalisées, où les triangles sont des éléments, vous avez la possibilité de l'agrandir ou de le réduire selon votre préférence. En plongeant dans l'analyse de quantités massives de données, nous mettons à jour des motifs fascinants, connus sous le nom de fractales. Ces structures révèlent leur asymptote, leur point de convergence, évoluant vers des formes idéalisées. Cette récurrence se retrouve partout dans la nature. Les nuages sont fractales, tout comme les systèmes fluviaux, le vent solaire, et même les atomes qui arrangent leurs électrons de manière fractale lorsqu'ils effectuent la transition d'isolant à conducteur métallique. Ces motifs ne sont pas idéalisés, mais ils sont profondément relationnels. Ils sont intrinsèquement relationnels, s'agrandissant tout comme ils se réduisent. Ils représentent donc les véritables motifs de la réalité. C'est sacré, la géométrie. C'est vraiment magnifique, exprimé avec une telle beauté, dit avec beauté.
Et à propos de cela, cette forme de triangle et les mathématiques, j'aimerais entendre ton point de vue sur la grande pyramide et les mathématiques qu'elle renferme. C'est d'une profondeur tellement incroyable. Oui, c'est le cas. C'est un message. J'ai oublié quelle est l'équation mathématique précise, mais si vous la multipliez par un certain nombre x, vous obtiendrez la circonférence de la Terre. Et si vous effectuez une autre manipulation, vous déterminez sa hauteur. C'était presque correct. Les anciens laissaient ces informations derrière eux de la seule manière qu'ils connaissaient, celle qui ne serait pas effacée et non pas supprimée. D'où croyez-vous que puisse provenir cette information si détaillée? Car j'adore les civilisations anciennes, j'adore l'histoire ancienne. Perdue. J'aime tout cela. C'est une autre conversation que nous pourrions avoir à un autre moment, car j'aimerais vraiment approfondir ce sujet avec vous également. Mais il semble que les pyramides, qui auraient dû s'améliorer avec le temps, se sont dégradées. Ça a été la descente directe. Et c'était comme si c'était le sommet, le sphinx était l'apogée de tout ce qui existait à cette époque. Les gens vivaient, et ainsi de suite, tandis que les technologies se dégradaient, devenant obsolètes. Quelles sont vos réflexions sur qui est l'auteur de cela? Quelle en est l'origine? Et comment, au nom du ciel, comment ont-ils réussi à intégrer des équations mathématiques d'une telle précision dans la géométrie complexe d'une pyramide à une époque où, entre guillemets, nous étions supposés être courant simplement dans le sable? Tu veux dire priera sérieusement? C'est une autre conversation, tellement elle est vaste. Mais il y a de nombreuses années, Claire, en toute conscience, on m'a révélé que nous arriverions à une époque, et je sens que c'est maintenant, où nous nous souviendrions littéralement de qui nous sommes vraiment. Et nous nous en souviendrions. Notre patrimoine issu de la Terre, de l'intérieur de la Terre et de l'espace, au-delà de notre planète. Et il me semble que nous nous trouvons maintenant précisément à l'aube de tant de ces choses. Et voilà un souvenir qui nous incite à nous ouvrir davantage. Nos cœurs et nos esprits à ces incroyables possibilités et à cette compréhension profonde, non pas pour ouvrir notre esprit au point de perdre toute raison, c'est vraiment le cas, mais les preuves sont maintenant découvertes de tant de manières différentes. Et nous sommes actuellement dans une situation où, pour la première fois, la NASA conduit des enquêtes. Vous savez, nous avons le Congrès, nous avons tant de choses, nous avons des pilotes, une centaine maintenant. Je pense que plus de pilotes viennent de signer une nouvelle lettre disant divulgation, nous sommes sur le seuil, je pense, de ce qui m'a été révélé il y a de nombreuses années, que ce sera un temps de souvenir. Ainsi ces anciens mystères, ces incroyables. Je crois qu'ils sont actuellement en cours de redécouverte, de réévaluation et de réouverture, ce qui nous donnera une perspective beaucoup plus approfondie sur le sujet. Et l'autre aspect qui m'excite vraiment, ce que cela nous révèle est significatif. Les preuves que nous avons montrent qu'elles rendent naturelles les communications multidimensionnelles. Alors, les synchronicités, les phénomènes supernormaux, pas surnaturels, pas paranormaux, supernormaux, ce sont nos naturalisés, héritages en tant que microcosmiques co-créateurs de cet univers merveilleux et fabuleux. Je pense donc que nous vivons un moment incroyable, et c'est un moment de choix crucial, parce que notre vision du monde matérialiste et séparatiste nous a amenés au bord d'un précipice. Et à la différence de nombreux individus, c'est réellement une période incroyablement ardue, mais équitable. Ressentez, je sais que vous le faites, et j'espère que nos auditeurs aussi sentez l'invitation de notre univers à grandir, à devenir son partenaire coévolutif de la conscience, à se rappeler que nous ne sommes pas seulement humains. Connais notre maison planétaire. Gaïa est consciente. Nous sommes des Gaïens. Si nous pouvons faire cela, et nous avons maintenant les preuves pour nous soutenir, que, comme le dit mon cher ami Johnny Carly, l'unité n'est pas une aspiration, c'est notre réalité existentielle. Mon autre cher ami, Julie Krull, dit « Tu sais, l'unité n'est pas idéale, elle est réelle. » Alors, à quoi nous éveillons-nous?
là où l'unité s'exprime dans une diversité radicale, où nous avons un sens et un but, et ce, de manière unique. Et c'est vraiment magnifique ce que vous venez de dire. Je crois que nous progressons, mais je pense qu'il reste encore tant à faire de ce conditionnement dogmatique auquel nous avons été soumis tout au long de notre existence. Que si cela dévie du conditionnement que nous avons subi depuis notre plus jeune âge, et j'emploie le terme de conditionnement de manière stratégique parce que dès notre naissance, nous sommes entourés de programmation, celle des gens autour de nous, des croyances de nos parents et de tout ce genre de choses. Si quoi que ce soit s'écarte de notre programmation fondamentale de ce qu'est le monde, la réalité, Dieu, l'univers, notre religion, la place d'une femme et d'un homme dans la société et toutes ces choses, quand cela est remis en question, c'est là que les guerres éclatent. C'est là que l'action se produit, c'est là que vous luttez pour la défendre. Je vois effectivement une ouverture de ces idées, particulièrement chez la nouvelle génération, tandis que la génération plus âgée, c'est profondément ancré. Je considère que ma génération est une sorte de génération pont, car nous avons un pied ancré dans l'ancien monde et un pied dans le nouveau. Je savais ce que c'était avant l'avènement d'Internet. J'ai été témoin de sa naissance. Et comment c'est après, là où mes enfants ont vu le jour, dans un univers où ils ne peuvent tout simplement pas saisir une période où l'on ne pouvait pas disposer de chaque renseignement immédiatement et en tout lieu, comme c'est le cas aujourd'hui. Il est fascinant d'observer la manière dont nous allons progresser en tant qu'espèce. Je suis d'accord. Et pour moi, c'est vraiment intéressant. Cette année, 2023, marque le 400e anniversaire d'un livre intitulé De Augmentis Scientiarum de Francis Bacon. Et comme je le mentionnais plus tôt, il est souvent mal jugé comme étant celui qui nous a orientés vers cette perspective matérialiste. En parcourant son œuvre et en connaissant certains des érudits qui l'ont longuement étudié, je suggérerais une perspective différente. Il a pris conscience, comme je l'ai déjà mentionné, que son monde était saturé de superstitions, et cela n'était plus sain, ce n'était pas propice au bien-être. Par conséquent, la méthode scientifique est devenue un outil pour lui permettre de suivre la direction indiquée par l'épreuve. Et pour lui, selon mon point de vue, il espérait que cela révélerait le divin. Ce ne serait pas. Éliminer le divin. Cela le révélerait et permettrait une meilleure compréhension de la nature de la réalité. Et il y a une pulsation très ésotérique qui se produit tous les 400 ans, et cette année coïncide avec le 400e anniversaire. Donc, me voici, assis, à attendre et à savourer tranquillement mon thé. Mais pour peut-être conclure sur votre point, car je fais partie d'un groupe de penseurs qui se focalise sur les objectifs de développement durable des Nations Unies et sur la manière de les atteindre, je dirais que la pensée en silos est caractéristique de la vision du monde que vous avez décrite. Et ces objectifs de développement durable ne peuvent pas être mis en œuvre car ils ne saisissent pas l'interconnexion complète de tout ce à quoi ils aspirent à accomplir. Durant l'année écoulée, j'ai œuvré de concert avec un collectif d'individus et nous avons mis au point ce que nous nommons un récit unificateur, qui est un nouveau récit d'unité et de diversité qui est étayé par des preuves tangibles. Cependant, juste avant la clôture de l'année précédente, les Nations unies ont, pour la toute première fois dans leur longue histoire de 77 ans, ont officiellement adopté un regroupement d'ONG et d'autres organisations, ce qu'on appelle un cluster thématique, basé sur l'unité, un cluster thématique unificateur dont le but est de transposer toute cette compréhension dans des mises en œuvre et des interventions du renforcement des capacités et de l'éducation, ainsi que dans la gouvernance et tous les autres domaines. Et donc, une grande partie de mon travail et de celui de bien d'autres maintenant sont vraiment espérant partager et inviter sans que ce soit une imposition, Alex. Et ce n'est pas une menace, car toutes les voies sont des chemins menant au sommet de la même montagne. Dans cette compréhension, donc c'est une invitation à rejoindre la fête et honorer chaque chemin ainsi que tous les chemins. Docteur Jude, je pourrais discuter avec vous 3 ou 4 heures de plus sans souci. Je vais vous poser quelques questions, comme je le fais avec tous mes invités. Quelle est votre définition d'une vie pleinement épanouie? Pour moi, c'est une vie faite d'expériences. Je suis, j'appartiens, j'appartiens au monde entier. Il n'y a pas de séparation pour moi. Alors, c'est une vie d'amour, c'est une vie de joie, c'est une vie de gratitude,
C'est une vie de curiosité. C'est une vie pleine de sens. Quel que soit ce sens pour moi. C'est une vie de dessin, quel que soit ce dessin pour moi. Et c'est aussi une vie où je ressens une immense joie et un bonheur profond quand je contribue au bien-être commun. Comment définissez-vous Dieu? Dieu représente tout. Aussi simple que ça. Si vous aviez l'opportunité de retourner dans le passé pour parler à votre jeune moi et de donner un conseil à cette jeune fille, quel serait ce conseil? Passe à un autre sujet. Tout à fait vrai, surtout s'il s'agit de ta version adolescente. Et dernière citation, dernière question. Quel est le but ultime de la vie? Aimer et en être conscient. Aimer et savoir que nous sommes aimés, que nous sommes des microcosmiques co-créateurs, significatifs, intentionnels, dans un univers aimant. Et où les gens peuvent-ils en apprendre davantage sur vous et se procurer votre livre, L'Histoire de Gaïa, ainsi que découvrir tous les autres projets que vous menez? Le site internet est www.visiondumondeentier.org, un organisme que j'ai aidé à créer et non pas une organisation. Nous l'avons lancé en 2017, coïncidant avec le début du projet Hologramme cosmique. L'objectif principal de notre organisme est d'encourager la compréhension, l'expérience et l'incarnation de la conscience unitive. Sur ce site, vous découvrirez une multitude de ressources utiles. Fantastique. Pourriez-vous partager un dernier mot avec notre public? Un jour, quelqu'un m'a demandé quels seraient mes conseils pour moi-même et mes conseils pour moi-même si jamais je me trouve dans une impasse dans la vie. Et de choisir l'amour, simplement choisir l'amour. Comme l'a si bien dit Wayne Dyer, lorsque vous avez l'occasion d'avoir raison, ou l'opportunité de soit aimer, soit avoir raison, choisissez toujours l'amour ou la gentillesse. Être gentil plutôt qu'avoir raison. Privilégiez la gentillesse. Soyez toujours gentil, choisissez toujours l'amour. Mon cher, ce fut un plaisir et un honneur de vous parler. Il faut absolument que vous reveniez. C'était une conversation merveilleuse. Alors, merci beaucoup non seulement pour cette discussion, mais aussi pour ce que vous faites dans le monde pour essayer de nous éveiller tous à la vérité de notre situation. Mon cher, merci infiniment. Bénédiction à vous, Alex. Ce fut un pur bonheur. Merci infiniment. Et c'est réciproque. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.